de Peretti-Carol donne son pouvoir à Alster Daniel. Alster Daniel. Thibaut Eliane donne son pouvoir à Granet Jean-Luc. Clarinard Christophe donne son pouvoir à Monnier Blandine. Samat André. Ferrara Louis. Baudouin Anne-Laure donne son pouvoir à Barthélemy Philippe. Joannon Bruno. Goard Christelle donne son pouvoir à Ferrara Louis. Maubé Yvan. Absent. Aiello Béatrice donne son pouvoir à Guérel Émilie. Sergent Christine. J'ai pas entendu. Pardon, merci. Derrida Robert. Présent. Bonifay Corinne donne son pouvoir à Jourdan René. Tessier Jean. Présent. Noël Nathalie donne son pouvoir à Castel René. Long Sophie. Absente. Serre Daniel. Collet Laurent. Collet Laurent, je pas entendu. Il n'est pas là? Absent. Salle Michel. Présent. Perrier Gérard. Présent. Amar Rachida donne son pouvoir à Serre Daniel. Reynard Yves. Bourron Valérie. Présente. Rocheteau Philippe. Présent. Guérel Émilie. Présente. Merci. À l'appel, le corps maintenant atteint de bon. Ah, pardon, je vais pas tourner la page. Bail Marc. Absent. Migliacio Eric. Présent. Présent. Decaux Thomas. Présent. Merci. Donc, à la lecture de l'appel, le quorum étant atteint, je déclare que nous pouvons valablement délibérer. Pour débuter, je vous propose de désigner René Jourdan comme secrétaire de séance. Êtes-vous d'accord? Oui. Donc, le secrétaire de séance sera René Jourdan. Approbation du compte-rendu du Conseil communautaire du 21 février 2022. Avez-vous des observations à formuler sur ce compte rendu? Il n'y a pas d'observation, donc nous allons nous faire passer le registre. Présentation des décisions de la présidente prises depuis le dernier Conseil communautaire. Donc je n'ai pas à les lire puisque vous les avez tous reçus. Vous avez des questions? Nous allons passer à l'ordre du jour. Donc, premier point, fixation des taux de la fiscalité directe locale au titre de l'exercice 2022. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L1612-1 et L1612-2, vu le Code général des impôts, et notamment les articles 1609 nonis C, 1636B, C6, septis et D6, et 1639A, vu la mise en place d'un taux pour la taxe foncière sur le bâti, annoncé lors du débat d'orientation budgétaire 2022 à la séance du Conseil communautaire du 21 février 2022, considérant que le vote des taux d'imposition de la fiscalité directe locale, des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale EPCI, prévu à l'article 1639A du Code général des impôts, doit intervenir chaque année avant le 15 avril, considérant que ce vote des taux doit obligatoirement faire l'objet d'une délibération spécifique distincte du vote du budget, et ce même si les taux restent inchangés conformément aux dispositions de l'article 1636 6 du CGI. Ainsi, et sous réserve des dispositions des articles 1636b septies et 1636b D6 du CGI, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume doit compter le taux de la cotisation foncière des entreprises CFE et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties TFNB et de la taxe foncière sur les propriétés bâties. Considérant le besoin de financement du budget principal 2022, il est proposé de maintenir les taux de CFE et de TFNB à la même hauteur que 2021 et de créer celui de la taxe foncière bâtie. Soit, comme nous l'avions annoncé, donc la CFE taux 2022, 25,44%, inchangé, taxe foncière bâtie, taux 2022, 1%, donc au lieu de 0 en 2021, et taxe foncière non bâtie, 3,51 en 2022, comme 2021. Je vous propose, article 1, d'approuver pour l'exercice 2022 les taux proposés ci-dessus. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient?
Une abstention? Merci. Point suivant, budget principal. Je vais demander à Audrey Vincentini de faire la présentation. Je vous remercie. Je reste assis, ça va? Alors je fais une présentation générale qui va reprendre les points budget principal, le point 2 jusqu'au point 12, budget tourisme. Je vais rappeler en propos liminaire les orientations qu'on a présentées déjà lors du rapport d'orientation budgétaire, à savoir les orientations que vous venez de voter sur la fiscalité. Donc là, tous les budgets reprennent les augmentations de base fiscale annoncées par le projet de loi de finances, enfin la loi de finances, et puis prennent en compte les nouvelles fiscalités adoptées juste à l'instant. On prend également en compte les notifications de dotation reçues jusqu'à présent. Nous sommes sur des orientations avec un recours raisonné à l'emprunt, et les dépenses et recettes de fonctionnement sont recalculées en fonction des consommations réelles et de l'inflation moyenne à 1,5 et tient également compte de la forte augmentation des énergies et du carburant. Pour mémoire, ces budgets sont votés sans les résultats de l'exercice 2021, puisque les affectations de résultats se feront lors du vote des comptes administratifs et des comptes de gestion à un prochain conseil. Alors, je vais faire un tour rapide d'horizon des différents budgets. Je m'attarderai simplement sur les points les plus saillants. Concernant tout d'abord le budget principal, il est équilibré à hauteur de 45 millions, dont 33,5 millions en fonctionnement et 12,4 millions en investissement. Les recettes réelles de fonctionnement s'élèvent à 33 millions, soit une hausse de 5% par rapport à l'année dernière, notamment en raison de la mise en place de la fiscalité de la taxe foncière sur le bâti. Les dépenses de gestion courante évoluent plutôt modérément, mais même si on observe une augmentation de 2,25% qui est essentiellement liée à l'inscription d'une provision de 500 000 € dans le cadre de la négociation en cours avec l'entreprise en charge des travaux de la caserne de la gendarmerie du Bossé. Malgré cette augmentation, on dégage un virement de section vers l'investissement de 2,3 millions, ce qui nous permet de financer de manière assez conséquente l'investissement. La section d'investissement peut ainsi proposer des opérations à hauteur de 10 millions, ce qui est plutôt pas mal pour le budget primitif, financé essentiellement par du FCTVA, de la subvention, le remboursement des communes pour certaines opérations et un emprunt prévisionnel de 3,9 millions qui devrait être fortement réduit au moment de l'affectation du résultat. Alors, je passe sur le détail des opérations puisque vous aviez les tableaux des opérations d'investissement dans le rapport de présentation qui était joint au budget. Concernant le budget de collecte des OM, ce dernier est équilibré à hauteur de 18 millions, 17 en fonctionnement et 1 million en investissement. Les recettes de ce budget sont constituées pour l'essentiel de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, qui prend en compte là aussi l'évolution de la base fiscale, ce qui nous laisse espérer un résultat à hauteur de 17 millions. Le taux de la fiscalité des OM est proposé à taux unique de 11,5% sur l'ensemble des communes tel qu'on l'avait présenté lors du rapport d'orientation budgétaire. Les dépenses réelles de fonctionnement sont relativement contenues, n'augmentent que de 1,2%, donc c'est un peu moins que l'inflation, quand bien même il y a des augmentations d'énergie et de carburant, grâce notamment à un nouveau marché de prestations de collecte plus intéressant. Et cette section nous permet de dégager un virement à la section d'investissement pour venir financer les investissements à hauteur de 370 000 €. Les dépenses d'investissement de ce budget sont assez classiques et reprennent les opérations récurrentes de construction et remplacement des points d'apport volontaires et des travaux dans les déchetteries. Il n'y a pas d'opération spécifique majeure sur ce budget. Concernant le budget des transports, lui est équilibré à hauteur de 2,9 millions. Très similaire au budget de l'année dernière, il n'y a aucune dépense majeure à signaler. Simplement, pour votre information, il y a 2 opérations en investissement qui méritent d'être notées, à savoir la création d'un parking relais sur la commune du Castellet à proximité de l'échangeur à hauteur de 240 000 €
et puis du matériel nécessaire à l'acquisition des cartes à puce pour les abonnements scolaires pour que dès la rentrée 2022, nous puissions proposer des cartes d'abonnement rechargeables. Le budget GEMAPI est équilibré, lui, à hauteur de 2,8 millions, 1,7 en fonctionnement et 1,1 en investissement. La principale recette de la section de fonctionnement repose sur la taxe GEMAPI, qui est reconduite à la même hauteur que l'année dernière, à savoir environ 20 € par habitant de population DGF, donc avec une recette estimée à 1,7 million. Les principales dépenses de ce budget en fonctionnement sont les cotisations aux deux principaux syndicats, syndicat du GAPO et syndicat de la REP et du Grand Valais, qui exécutent une partie de la compétence pour le compte de l'agglomération, et puis des dépenses de curage pour les communes qui sont en dehors du périmètre de ces syndicats. En investissement, il y a 2 opérations majeures qui sont prévues à ce jour, à savoir le confortement de la falaise de Portissol et les travaux sur le quai Levant. Ces dépenses sont financées par moitié par l'autofinancement et par le recours à l'emprunt. Concernant le budget de l'eau, il est équilibré à hauteur de 8,7 millions, soit 5,7 en exploitation et presque 3 en investissement. C'est un budget qui, en section d'exploitation, a comme recette essentiellement les ventes d'eau aux abonnés, les différentes taxes et redevances, à hauteur des 5,6 millions. Les charges générales recoupent pour l'essentiel et pour moitié des achats d'eau à hauteur de 1,8 million et les différents frais de sous-traitance pour les communes qui sont gérées en prestation, puisque nous avons toujours nos 4 communes qui sont gérées en régie, dont une avec une prestation de service. C'est pour cela qu'il y a aussi encore 469 000 € de charges de personnel. Des versements de redevances à l'agence de l'eau qui apparaissent en chapitre 013, et puis les intérêts de la dette. Ce budget est toujours très difficilement, est toujours un peu en difficulté. Il s'équilibre tout juste budgétairement. Vous pouvez constater que ça va être le seul budget qui n'a pas de virement à la section d'investissement. Donc il est équilibré uniquement grâce aux écritures d'amortissement au niveau réel. Concernant l'investissement, du coup, c'est relativement limité. On est sur la fin des études des schémas directeurs à hauteur de un peu moins de 500 000 € et sur quelques travaux liés au renouvellement des réseaux et remplacement des canalisations, mais on est essentiellement sur des travaux d'urgence, puisque l'autofinancement est relativement faible et donc nécessite un recours à l'emprunt. Le budget de l'assainissement, lui, est beaucoup plus large, donc il s'équilibre à hauteur de 13,8 millions, dont presque 6 en exploitation et 8 en investissement. Donc en exploitation, les recettes principales proviennent de la redevance d'assainissement collectif et autres taxes et redevances. Il y a quelques charges générales, mais relativement limitées, peu de charges de personnel puisque c'est simplement des écritures de remboursement entre budgets, et les intérêts de la dette. Donc ce budget est beaucoup plus large que je disais que celui de l'eau, puisque nous avons là typiquement un virement à la section d'investissement de 3,6 millions, ce qui nous permet d'envisager pas mal d'investissements autofinancés. Donc les dépenses d'équipement vont sur ce budget s'élever à 6 millions. Donc il y a là aussi la fin des études des schémas directeurs, mais également des opérations sur le renouvellement des collecteurs, du chemisage, la sécurisation de postes de relevage et l'extension des réseaux sur l'ensemble des communes. Vous avez un remboursement du capital de la dette à 1,8 million et tout cela est financé donc par notre autofinancement relativement large et un recours prévisionnel à l'emprunt de 3,2 millions qui devrait également être fortement réduit après l'intégration des résultats. Vous avez pu voir sur le rapport de présentation que sur le budget eau et assainissement, on a essayé cette année de tout présenter sous forme d'opération de manière à clarifier un petit peu ces budgets-là qui auparavant n'avaient pas cette distinction. Donc pour gagner un peu en visibilité, on a créé des opérations pour vous permettre de comprendre un peu mieux le contenu des sections d'investissement. Je termine avec le budget du SPANC et le budget du tourisme. Donc le budget du SPANC, c'est un petit budget toujours comparable aux années précédentes, avec simplement une section d'exploitation qui s'élève à 150 000 €, qui correspond essentiellement au contrat de prestation de service, puisque c'est un service qui est réalisé en régie sous contrat, et donc le remboursement de ce contrat avec le paiement usager. Il n'y a pas d'investissement. Le budget du tourisme, lui, s'élève à 281 000 €. Pareil, il n'y a pas grand-chose à signaler de nouveau. Vous avez simplement l'écriture en amortissement sur l'investissement qui est anecdotique.
Simplement pour vous dire que sur les dépenses de fonctionnement, cette année, ce budget fera la suite de ce qui s'est passé, va déployer en fait le plan d'action qui fait suite à la réflexion stratégique qui a eu lieu en 2021. Donc il y aura des sommes prévues pour la création d'une plateforme digitale et l'actualisation et les créations de supports de communication. Ce budget est aujourd'hui équilibré uniquement grâce à la subvention d'équilibre versée par le budget principal. Voilà, j'en ai fini pour la présentation synthétique. Y a-t-il des questions suite à cette présentation? Non, je vous écoute. Excusez-nous, un petit problème technique. Alors, je voudrais intervenir sur 2 points. Tout d'abord, je voudrais vous remercier très chaleureusement pour la programmation et l'inscription budgétaire pour cette année du démarrage du chantier de la gendarmerie du Bossé. Je ne sais pas si vous le savez, mais les Bossétans désespérés de voir un jour cette caserne sortir de terre ont parlé d'elle comme de l'Arlésienne, du serpent de mer. Donc, tant mieux que ça sorte. Si je peux vous répondre, on est quand même encore en cours de négociation avec l'entreprise. Hein. Bon, mais déjà, la convention n'a pas encore été signée, mais nous sommes vraiment dans le souhait de pouvoir contractualiser ce dossier. Très bien, et merci beaucoup pour ça. Et ensuite, je voudrais revenir sur la dette de la communauté d'agglomération. Madame Vincensini nous a dit à plusieurs reprises que les emprunts cette année seraient rééquilibrés au moment de l'affectation des résultats 2021. Tant mieux, parce que la dette, elle s'est levée à 30 millions d'euros au début 2022 au niveau du BP, du budget principal. Il est prévu presque 4 millions d'emprunts sur 2022. Et compte tenu du remboursement du capital d'emprunt qui auront cours au cours de l'année 2022, et si on table sur une épargne brute de 3 millions, on aura une capacité de désendettement qui atteindra quand même 10 ans et demi, donc si on maintenait les emprunts en l'état, et c'est un seuil qui est critique, 10 ans et demi. Donc, je souhaite évidemment que l'épargne brute dégagée soit bien supérieure à 3 millions d'euros, mais compte tenu de la situation actuelle, rien n'est moins sûr. Par contre, il me paraît plus sûr que les excédents de fonctionnement 2021 soient affectés de manière très importante directement sur les investissements pour diminuer d'autant les emprunts. Donc, Madame Vincensini nous l'a dit, sur l'ensemble, sur le budget principal et sur un certain nombre de budgets annexes, mais je souhaite revenir là-dessus parce que c'est très important. Quand on revient sur notre dette consolidée, on se rend compte que si on reste en l'état et si on fait tous les emprunts qui sont prévus en l'état, on se retrouve avec une dette par habitant de 1 205 € en fin d'année. Dette qui se rajoute aux différentes dettes communales. Bon, il me semble que ce chemin n'est pas le bon et je suis contente qu'apparemment ce ne soit pas ce chemin qui soit défini et que les excédents de fonctionnement 2021, que je ne connais pas puisque le compte administratif n'a pas encore été voté et les affectations de résultats encore moins, que ce soit affecté le plus possible pour pouvoir diminuer nos emprunts à effectuer cette année. Voilà, merci beaucoup. Merci Nansa pour votre intervention. Y avait-il une autre remarque? Bonjour à toutes et à tous. Bon, je n'ai pas été assez rapide en levant ma main. Je voulais aussi évoquer la gendarmerie, la question de la gendarmerie du Bossé, qui est un problème, une question récurrente depuis maintenant plus de 6 ans, avec un héritage lourd. Et je voulais saluer
la présidente, qui a proposé un pas énorme, même si ce n'est pas encore ce qu'attendent les travaux du Midi, mais en demandant le vote d'une rallonge de 700 000 €. Donc je formule le vœu, effectivement, qu'on arrive cette année à un accord avec les travaux du Midi et qu'enfin cette gendarmerie puisse voir le jour, sachant, pour ceux qui ne la connaîtraient pas, que c'est des locaux totalement indignes, des logements insalubres, puisque nous sommes, enfin, la gendarmerie loge ces gendarmes à l'extérieur de la gendarmerie. Donc, merci. Non, oui, du coup, ils sont bien logés pour le moment. C'est surtout leur condition de travail au quotidien qui est pas correcte, qui est jeu inadmissible, effectivement. Et donc, nous sommes en train, avec les avocats, d'essayer de sortir de cette situation. Et je vous tiendrai au courant quand on aura plus d'avancées. Je voulais donner des précisions par rapport au budget. La capacité de désendettement, c'est effectivement un indice qui est majeur, mais ce n'est pas le seul. Je le dis souvent, les deux indices qui sont pris à partir de l'épargne brute sont la capacité de désendettement et le taux d'épargne brute. Le taux d'épargne brute prévisionnel, je me suis amusé à faire le calcul, il est de 11,9%, ce qui est un chiffre qui est bon et rassurant. En ce qui concerne l'emprunt, chaque fois qu'il n'y a pas de reprise anticipée des résultats, il s'agit de ce qu'on appelle un emprunt d'équilibre, et donc il sera bien évidemment très nettement inférieur au chiffre qui est annoncé pour l'instant. Et juste une précision aussi par rapport à la dette par habitant, c'est pas un bon indice parce que ça ne prend pas du tout en compte la richesse d'un EPCI. Voilà, c'était un petit rappel financier pour dire que la situation financière me paraît satisfaisante, surtout depuis la prise en compte, comme je l'avais dit la dernière fois, dans l'élaboration du budget, des nécessaires économies en termes de dépenses à caractère général notamment. Merci. D'autres remarques? Oui, je vous en prie. Oui, Gérard Perrier, le Bosset. Je voudrais revenir sur le budget de l'eau, le budget annexe de l'eau, car on s'aperçoit qu'il y a un niveau d'endettement qui est assez élevé, de l'ordre de 18 millions d'euros. Et vous nous avez mentionné que la capacité d'autofinancement était faible, voire nulle. Donc ma question est, comment fait-on pour revenir à une situation plus saine, puisque avec ce niveau d'endettement et une capacité d'autofinancement presque nulle, on arrivait très rapidement à des niveaux d'endettement qui ne sont plus supportables. Alors, il y a plusieurs possibilités qui seront à l'étude cette année, à savoir, comme chaque fois dans un budget, on étudie côté dépenses et côté recettes. Donc, côté dépenses, on réenvisage le mode de gestion. Donc, on réfléchit à comment on peut faire des économies dans les dépenses. Donc là, on a différentes possibilités qui s'ouvrent à nous, puisqu'on a différents modes de gestion, on a des négociations en cours sur les achats d'eau, il y a pas mal de pistes qui sont ouvertes et qui sont à l'étude. Après, lorsqu'on a travaillé ces pistes-là, qu'on a essayé de réduire au maximum les dépenses, après on ajuste avec les recettes. Donc là, en fonction des investissements et des investissements à venir que pourront nous donner les schémas directeurs, on pourra envisager un niveau de recettes ou une réévaluation des tarifs éventuellement, si c'est nécessaire, en fonction des investissements à venir. Et il faut qu'on procède par étapes, à savoir d'abord essayer de contracter au maximum les dépenses, ensuite voir ce que les schémas directeurs nous donnent pour qu'on puisse se projeter sur l'investissement et voir combien on doit prévoir d'autofinancement dans les années à venir. Et à ce moment-là, on pourra ajuster les recettes. Voilà. Et puis je vais rajouter aussi qu'on va travailler sur les emprunts, puisqu'on a récupéré de chaque commune tout un tas d'emprunts, donc on va essayer d'avoir un emprunt beaucoup plus renégocié.
Et aussi, nous allons, comme pour le budget général, faire un plan pluriannuel d'investissement de manière à avoir une vision très claire des priorités et ne pas, faire les investissements de manière à la demande. Voilà. D'autres questions ? Nous allons passer aux délibérations. Donc, point numéro 2, budget principal. Budget primitif, exercice 2022. Vu la tenue du débat d'orientation budgétaire 2022 à la séance du Conseil communautaire du 21 février 2022, vu la délibération numéro 2021-77 en date du 13 décembre 2021 précisant les crédits provisoires d'investissement pour 2022, vu le rapport de présentation du projet de budget primitif principal 2022 présenté ce jour au Conseil communautaire et joint à la présentation, considérant qu'il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la proposition de budget primitif du budget principal de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, tel que présenté dans le projet joint à la présente délibération, considérant que les différents postes de dépenses et de recettes sont détaillés en section de fonctionnement et en section d'investissement pour un montant pour la section de fonctionnement. Dépenses et recettes équilibrées à 33 545 574,09 €. Section d'investissement. Dépenses et recettes équilibrées à 12 405 142,36 €, soit un total de 45 950 716,45 €. Donc je vous propose d'approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget principal 2022. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Affectation des crédits de paiement dans le cadre du budget primitif 2022. Les dépenses affectées à la section d'investissement peuvent comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement AP et CP. Les autorisations de programme correspondent à des dépenses à caractère pluriannuel se rapportant à une immobilisation ou à un ensemble d'immobilisations déterminées, acquises ou réalisées par le PCI, ou à des subventions d'équipement versées à des tiers. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L 2311-3 et R 2311-9, considérant que les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements, elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées. Considérant que les crédits de paiement constituent la limite supérieure de dépenses pouvant être mandatées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes, considérant que chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement correspondants, considérant que les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont présentées par le président de l'EPCI, elles sont votées par le Conseil communautaire par délibération distincte pour de l'adoption du budget de l'exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives. Considérant que la procédure financière des AP-CP permet d'une part une planification pluriannuelle des fonds de concours en offrant une meilleure visibilité financière et d'autre part de ne pas grever les CP de l'exercice en cours, je vous propose de réévaluer les autorisations de programme comme suit. AP 001 2019 pour la construction de la gendarmerie du Bosset à hauteur de 700 000 € pour prendre en compte l'évolution des index applicables depuis la notification du marché d'une part et l'indemnité transactionnelle en cours de finalisation avec le titulaire du marché de réalisation d'autre part. AP 002 2020 pour le musée Taureau Antome de Saint-Cyr à hauteur de 444 923 € pour prendre en compte l'augmentation constatée et ou prévisible du montant des travaux dans le cadre de la consultation travaux en cours au regard du contexte sanitaire, de la conjoncture actuelle et de l'évolution du prix des matières premières. Se prononcer au titre de l'année 2022 sur l'affectation des CP selon le tableau proposé ci-dessus. L'affectation des CP de l'AP numéro AP 001 2019 pour un montant de 1,6 million. Affectation des CP de l'AP numéro AP 002 2020 pour un montant de 1,5 million. Je vous propose d'affecter les CP de l'exercice 2022 comme indiqué sur le tableau infra. Vous n'avez pas besoin que je vous le lise. Tout le monde est d'accord? Donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant.
Budget annexe du service public de l'assainissement non collectif, budget primitif, exercice 2022, Jean-Paul Joseph. Oui, je dis, en ce qui concerne ce budget, Madame Lassandini, je pense, a dit tout ce qu'il fallait. Il faut le voter. Nous allons passer au vote, c'est bien, ça va aller plus vite. Donc, article 1, je vous propose d'adopter les montants définis ci-dessus par le budget primitif du budget annexe du service public de l'assainissement non collectif 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-18, fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'exercice 2022, Jean-Paul Joseph. Même observation, on en a parlé lors du débat d'orientation budgétaire, il s'agissait d'harmoniser, tout le monde est au courant, il y a un taux de 11,5%. Donc un taux unique à 11,5. Donc je vous propose, article 1, d'approuver pour l'exercice 2022 le taux unique tel que présenté dans le tableau ci-dessus. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2022-19, budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers assimilés, budget primitif, exercice 2022, Jean-Paul Joseph. Donc j'avais 203, hein. Ça a été expliqué tout à l'heure. Donc je vous propose de passer au vote. Article 1, d'approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget annexe de collecte et traitement des déchets ménagers 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2022-20, fixation de la taxe, du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au titre de l'année de l'exercice 2022. Jean-Luc Granet. Fixation du produit de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations au titre de l'exercice 2022. Depuis le 1er janvier 2018, la communauté d'agglomération Suisse-Sainte-Baume est compétente pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. On le connaît sur le terme de GEMAPI. Et le conseil communautaire a instauré la taxe GEMAPI, prévue à l'article L, etc., du CGIE. Vu la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, vu le CGCT, notamment ses articles, vu les articles L 1530 bis et L 1639 A bis du Code général des impôts, vu les missions définies au Code de l'environnement, vu la délibération en date du 12 février 2018 relative à l'instauration de la taxe pour les gestions des milieux aquatiques et la prévention des inondations, considérant que son montant doit être au plus égal au montant prévisionnel des charges de fonctionnement et d'investissement, résultat de l'exercice de la compétence GEMAPI. Considérant que la taxe GEMAPI est plafonnée à un équivalent de 40 € par an et par habitant, sur la base de la population DGF, qui cette année est de 92 387 habitants. Il est proposé d'arrêter le produit global attendu de la taxe GEMAPI à la somme de 1 680 000 € pour l'année 2022, soit l'équivalent de l'ordre de 20 € par habitant. Je vous propose d'approuver le montant global du produit de la taxe GEMAPI à 1 680 000 € au titre de l'exercice 2022. Merci Jean-Luc. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération numéro 2022-21, budget annexe de la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations, budget primitif, exercice 2022, Jean-Luc Granet. Vu la tenue du débat d'orientation budgétaire 2022 à la séance du Conseil communautaire du 21 février 2022, vu la délibération en date du 13 décembre 2021 précisant les crédits provisoires d'investissement pour 2022, vu le rapport de présentation du projet de budget primitif du budget annexe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations,
2021, présenté ce jour au Conseil communautaire et joint à la présente délibération. Considérant qu'il est demandé au Conseil communautaire de se prononcer sur la proposition de budget primitif du budget annexe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations de la communauté d'agglomération sous cette bonne, telle qu'elle est présentée dans le projet joint à la présente délibération. Considérant que les différents postes de dépenses et de recettes sont détaillés en section d'exploitation et en section d'investissement pour un montant total de, en section de fonctionnement, les dépenses c'est 1 703 626 euros et la même chose évidemment en recettes. Pour la section d'investissement, les dépenses c'est 1 108 168,58. Les recettes c'est identique évidemment, soit un total de 2 811 794,58 euros. Je vous propose d'approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget annexe pour la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations GEMAPI 2022. Merci. Merci Jean-Luc. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-22, budget annexe des transports, budget primitif, exercice 2022, Philippe Barthélémy. Bien, merci. Je suis complètement d'accord avec M. le maire Candolle, dans la mesure où ce budget a été présenté de manière parfaite par Mme Vincenzini. Je ne vais pas faire de commentaires supplémentaires, si ce n'est pour dire que c'est un budget qui s'équilibre sans aucune espèce de difficulté. C'est parfait. Commentaires. Très bien. Nous allons passer donc au vote pour approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget annexe des transports 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération, budget annexe de l'eau, budget primitif, exercice 2022. Ben, je vais faire comme mes collègues, comme ça on va aller encore bien vite. Nous allons donc approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget annexe de l'eau 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-24, budget annexe de l'assainissement, budget primitif, exercice 2022. Pareillement, je vous propose d'approuver les montants définis ci-dessus pour le budget primitif du budget annexe de l'assainissement 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, budget annexe du tourisme, budget primitif 2022. Je vous propose d'approuver les montants définis ci-dessus pour ce budget primitif du budget annexe du tourisme 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Délibération 2022-26, fixation des attributions de compensation provisoire 2022. René Jourdan. Bien, je vais me présenter, je ne peux pas faire référence à ce qu'a dit Mme Vincenzini. Je vais y aller. Bien, je rappelle donc aux membres du Conseil communautaire que les attributions de compensation permettent de maintenir les équilibres budgétaires des communes membres et de leur PCI lorsqu'il y a transfert de compétences et de charges dans le cadre de la fiscalité professionnelle unique. C'est donc une dépense obligatoire de l'EPCI. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu le rapport de la Commission locale d'évaluation des charges transférées, c'est-à-dire la CLET, du 30 novembre 2020, précisant que la méthodologie retenue pour le calcul des attributions de compensation. Considérant que la CLET 2021 devant fixer les attributions de compensation provisoire 2022 n'a pu se réunir en raison de l'incompétence de ses membres suite au changement de gouvernance intervenu en octobre 2021. Considérant qu'une nouvelle CLET se réunira en cours d'année pour évaluer et préciser le montant des charges pour 2022, il est donc proposé de retenir comme montant des attributions de compensation provisoire 2022 le montant des attributions de compensation de 2021. Conséquence, il est proposé de fixer le montant des attributions de compensation provisoire comme indiqué dans le tableau ci-dessous. Alors, vous avez un tableau à deux colonnes,
Celle de gauche, c'est ce que va verser le PCI aux communes, et celle de droite, c'est les communes qui reverseront à l'EPCI. Donc pour Bandol, 2 411 740 €, c'est le montant attribué, et la commune de Bandol reversera 97 054 €. Pour le Bossé, 674 194 €, reversement 58 466 €. Pour la Cadière, versement de 65 975 €, qui reversera 16 948 €. Le Castellet recevra 92 137 € et reversera 22 140 €. Le Révenos, qui percevra 58 955 € et qui reversera 17 235 €. La commune de Ribou, on mettra un 0 dans chaque colonne. Pour celle-ci, qui recevra 860 840 €, reversera 99 957 €. Sanary percevra 3 673 340 € et reversera 304 557 €. Signe percevra 1 486 €, 1 486 781 € et reversera 24 129 €. Donc, ce qui est proposé, c'est d'approuver le montant de l'attribution de compensation provisoire tel que proposé ci-dessus, au titre de l'exercice 2022, et de préciser que ces dépenses sont inscrites au budget principal sur le chapitre 014 en fonctionnement et les recettes au chapitre 13 en investissement. Voilà, Madame la Présidente. Merci, René. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2022-27. Approbation de l'avenant numéro 4 au contrat de délégation de service public de distribution d'eau potable numéro 2020-01 avec la Société des eaux de Marseille au 1er janvier 2010 pour la commune de Bandol. Jean-Paul Joseph. Alors, il y a 3 objets dans cette délibération. L'intégration du nouveau tarif des achats d'eau, ça fait lié à l'établissement d'un nouveau contrat depuis le 1er janvier 2020 et qui concerne les communes de Bandol et de Sanary, sachant qu'il n'y a pas de changement pour l'usager. La prise en compte des conséquences de la crise sanitaire sur le calendrier de réalisation des investissements, ce qui a une incidence sur l'indice linéaire de perte et son calcul. Donc en fait, du fait de la crise, tous les travaux n'ont pas pu être réalisés. Ils vont être répartis sur l'année 2022 notamment. Et la troisième objet, c'est la réforme de la protection des données, donc la RGPD et la directive relative au traitement des données personnelles. Voilà, sur cet avenant qui concerne Bandol. Merci Jean-Paul. Nous allons passer au vote, s'il n'y a pas de questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-28, approbation de l'avenant numéro 1 au contrat de délégation de services publics de distribution d'eau potable numéro 2020-02 avec la Société des eaux de Marseille au 19 janvier 2013 pour la commune de Sanary-sur-Mer. Daniel Alster. C'est trop long. La commune de Sanary-sur-Mer a confié à compter du 19 janvier 2013 par contrat de délégation de service public à la Société des eaux de Marseille, la SEM, l'exploitation du service de l'eau pour une durée de 9 ans, 11 mois et 12 jours. Merci Hugo. Avec une échéance fixée au 31 décembre 2022. Depuis le 1er janvier 2019, la communauté d'agglomération de Sud-Saint-Beaune exerce les compétences eau potable, assainissement et pluvial. Par conséquent, cette dernière s'est substituée dans les droits anciennement dévolus à la commune de Sanary-sur-Mer et se retrouve désormais compétente concernant la gestion du service public de l'eau.
L'article 16 du contrat prévoit que le délégataire achète l'intégralité de l'eau destinée à l'alimentation de la commune au syndicat intercommunal Sanary, Bandol, Sifour et Olioul. Ces achats d'eau sont à la charge du délégataire. Le syndicat intercommunal Sanary, Bandol, Sifour et Olioul a fait l'objet d'une dissolution statutaire. Et la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, devenue compétente, a lancé une consultation et désigné un concessionnaire pour la gestion du service public de production de l'eau potable pour les communes de Sanary-sur-Mer et de Bandol. Un nouveau contrat a ainsi pris effet à compter du 1er janvier 2020 pour une durée de 5 ans. Celui-ci fixe dans son article 36 de nouvelles modalités tarifaires impactant en voie de conséquence les charges d'achat d'eau des communes de Bandol et de Sanary. La prise en compte de ce paramètre nécessite d'intégrer ces nouvelles charges non prévues initialement, afin de réviser les tarifs tout en ne modifiant pas l'équilibre économique global du contrat, ni ne conduisant à une augmentation de la marge du délégataire. C'est l'objet principal du présent avenant. Par ailleurs, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume a souhaité harmoniser les dates d'échéance des contrats de délégation de services publics de l'eau liés à cette unité de production, avec un terme au 31/12/2024, ce qui est déjà le cas pour le service public de l'eau de la commune de Bandol. Ainsi, il lui paraît opportun de fixer la fin de contrat du service public de l'eau de Sanary à cette même échéance, soit au 31/12/2024. En conséquence, il est proposé dans le cadre du présent avenant d'intégrer ces nouvelles charges non prévues initialement, de tenir compte d'une prolongation du contrat initial de 2 ans afin de réviser les tarifs, tout en ne modifiant pas l'équilibre économique global du contrat, ni ne conduisant à une augmentation de la marge du délégataire. À cet effet, le nouveau compte d'exploitation prévisionnel, CEP, est joint en annexe 1 du présent avenant, qui se substitue au CEP de l'annexe 6 du contrat initial. Enfin, des évolutions notables ont eu lieu récemment en lien avec la réforme de la protection des données, notamment par l'intermédiaire de l'adoption du paquet européen de protection des données en mai 2018, composé de 2 textes. Le règlement général sur la protection des données RGPD, applicable dans tous les pays de l'Union européenne depuis le 25 mai 2018. La directive relative au traitement des données personnelles, applicable au plus tard au 6 mai 2018. Leur strict respect a impliqué des modalités de traitement, de gestion et gestion des données des dits abonnés. Cet avenant numéro 1 concerne donc les 3 objets décrits précédemment, à savoir l'intégration du nouveau tarif des achats d'eau, la prolongation de la durée du contrat et la prise en compte des évolutions en lien avec la réforme de la protection des données. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.1411-1 et suivants, et 1.5211-10, vu le Code de la commande publique, notamment les articles 1.1121-3, R.3135-1 et suivants, vu le contrat de délégation du service public adopté par le conseil municipal de Sanary par délibération NEMI 2012-235 du 19 décembre 2012, après avoir entendu l'exposé des motifs, je vous propose d'approuver ce qui précède, d'autoriser la présidente ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 au contrat de délégation du service public de distribution d'eau potable numéro 2020 par de fraction 02 pour la commune de Sanary-sur-Mer et tout document s'y rapportant. Merci Daniel. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-29, délibération sur le principe de délégation du service public de l'assainissement collectif numéro 2021-01 pour les communes de Bandol, Sanary-sur-Mer et Saint-Cyr-sur-Mer. Philippe Barthélémy. Bien, merci. Oui, il s'agit effectivement d'une délibération qui a pour objet donc, de délibérer sur le principe selon lequel, pour l'assainissement collectif de Saint-Cyr, Bandol et de Sanary, le principe, ce soit la délégation de service public. Alors, pour Bandol et pour Sanary, ça serait la collecte
collecte à partir du 1er janvier 2023. Saint-Cyr, ça sera la collecte et le traitement, et la commune de Saint-Cyr ayant déjà un contrat qui court jusqu'au mois de juillet 2024, elle récupère un cours de route, donc le nouveau contrat. Alors bon, pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ben, tout simplement puisque Bandol et Sanary ont leur station d'épuration avec un contrat qui court jusqu'en 2030. Et en ce qui concerne Saint-Cyr, le contrat actuel concerne à la fois la collecte et le traitement. Alors je crois que ce qui est intéressant, comme outre le principe de la DSP, c'est que cette DSP a une durée qui serait une durée de 9 ans pour finir en décembre 2031. Alors c'est pas fait au hasard, c'est tout simplement pour qu'à ce moment-là, il puisse y avoir un seul contrat qui intègre à la fois la dimension collecte et la dimension traitement pour les 3 communes du littoral. Je précise que l'avis favorable a été rendu par la commission consultative des services publics locaux qui s'est réunie au mois de janvier de cette année. Donc si je résume, c'est bien un principe d'une DSP, c'est pour les 3 communes, c'est pour un contrat de 9 ans, et je crois que derrière tout ça, il y a la volonté qui est la plus importante, me semble-t-il, de pouvoir tendre, on l'a fait tout à l'heure sur les ordures, il faudra donc que nous fassions la même chose sur l'eau, sur l'assainissement, sur un certain nombre de sujets. En l'occurrence, cette délibération va dans cette logique pour l'assainissement collectif. Voilà, Madame la Présidente. Merci Philippe. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-30 avenant du transfert de la DSP numéro 1908 relative à l'exploitation du bistrot de Riboud. Alors c'est René Jourdan qui va nous la présenter. Merci René. Bien, donc il m'appartient de vous présenter un avenant de transfert de la délégation de service public relative à l'exploitation du bistrot de Riboud. Donc il faut rappeler que une DSP avait été déjà passée avec l'exploitant qui est la SAS Marc, qui nous a informé de la modification de sa dénomination et de ses statuts. Il convient en conséquence de transférer sans incidence financière la dite DSP à la SAS Marc, de la SAS Marc à la SAS Philippe, qui est domiciliée à 50 rue Portalis au Bossé, ayant comme associé unique M. Philippe Marco. Vu le CGCT, vu la concession de service public relative à l'exploitation du bistrot de Riboud, qui a été notifiée le 10 août 2020, vu la délibération du Conseil communautaire en date du 22 juillet 2020, considérant la modification de la dénomination des statuts de l'exploitant actuel, considérant qu'il convient en conséquence de transférer la dite concession, considérant que ce transfert est sans incidence financière. Donc, il est proposé au Conseil communautaire, à l'article 1, le transfert de la concession de services publics relative à l'exploitation du bistrot de Riboud, numéro 2019-08, suivant le document joint à la SAS Philippe. À l'article 2, d'autoriser Madame la Présidente à signer tous les documents se rapportant à ce transfert. Voilà, Madame la Présidente. Merci René. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération numéro 2022-31, modification des statuts de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume. Édouard Friedler. Bien. Le 25 juillet, notre PCI aura 28 ans. Il a été fondé le 25 juillet 1994 et pour un EPCI, c'est un bel âge. Donc il va falloir toiletter ces statuts. Certains éléments vont de soi, notamment le changement d'adresse du siège social. Par contre, en attendant que le PLU devienne une compétence obligatoire
des intercommunalités, il convient de noter que la majorité des communes de Sud-Sainte-Baume n'a pas souhaité avoir un PLUI, donc mettre les statuts en concordance. Le retrait du programme Odyssea qui, sauf erreur, concernait les communes côtières. Et enfin, la mise à jour des statuts pour des raisons d'évolution réglementaire. Donc, vu le Code des collectivités territoriales et vu les délibérations de chacune des communes de Sud-Sainte-Baume, il est proposé d'approuver les statuts tels qu'annexés à la présente délibération avec effet au 1er juillet 2022, de notifier la présente délibération au maire de chacune des communes membres de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume, leurs conseils municipaux devant être obligatoirement consultés dans un délai de 3 mois à compter de cette notification, ce qui explique que la modification des statuts n'interviendrait pas avant le 1er juillet, laisser le temps à chaque commune, d'inviter Monsieur le Préfet, si la majorité qualifiée est atteinte à l'issue de cette consultation, à prononcer par arrêté les nouveaux statuts de la communauté d'agglomération de Sud-Sainte-Baume et évidemment de charger Madame la Présidente de l'exécution de la présente délibération. Merci Édouard. Nous allons passer au vote. Donc il y a des questions. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant, délibération 2022-32, convention territoriale globale de la CAF. Daniel Alster. L'État et la Caisse d'allocation familiale, la CAF du Var, en lien avec leurs partenaires, ont renouvelé le schéma départemental des services aux familles pour la période 2020-2023. Ce schéma vise à promouvoir une politique départementale ambitieuse et partagée en matière de développement de services à destination des familles sur tous les territoires, grâce à une volonté politique commune et à la conjugaison des moyens de chacun au profit de l'ensemble de la population. Les territoires se caractérisent par une grande diversité de situations d'habitants et par de nombreuses évolutions qui modifient profondément la vie des familles. Leur attente évolue et la réponse de celle-ci passe par la volonté des acteurs locaux. À ce titre, la CAF entend poursuivre son soutien aux collectivités locales qui s'engagent dans un projet de territoire qui leur est destiné. Dans ce cadre, la Convention territoriale globale CTG est une démarche stratégique partenariale qui a pour objectif d'élaborer le projet de territoire pour le maintien et le développement des services aux familles et la mise en place de toute action favorable aux allocataires dans leur ensemble. Elle s'appuie sur un diagnostic partagé avec les partenaires concernés pour définir les priorités et les moyens dans le cadre d'un plan d'action adapté. La CTG a vocation à favoriser le développement et l'adaptation des équipements et services aux familles, l'accès aux droits et l'optimisation des interventions des différents acteurs. La CTG peut couvrir en fonction des résultats du diagnostic les domaines d'intervention suivants: petite enfance, enfance, jeunesse, parentalité, accès aux droits et aux services, inclusion numérique, animation de la vie sociale, logement, handicap, accompagnement social. La CAF organise progressivement ses interventions à l'échelon de territoire plus large que celui des communes. Pour le territoire Sud-Sainte-Baume, la CTG est mise en place à l'échelle du territoire de la communauté d'agglomération pour la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Elle se substitue au contrat enfance-jeunesse, CEJ, qui existait auparavant avec les différentes collectivités du territoire. Considérant la nécessité d'intervenir en cohérence avec les orientations générales déclinées précédemment au plus près des besoins du territoire, la CAF du Var, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume et les communes membres de l'EPCI souhaitent conclure une CTG pour renforcer leur action sur les champs d'intervention partagés. Le projet de convention joint à la présente délibération
vise à définir le projet stratégique global du territoire à l'égard des familles, ainsi que ses modalités de mise en œuvre, et particulièrement identifier les besoins prioritaires sur le territoire de la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume, figurant en annexe 1 de la Convention, définir les champs d'intervention à privilégier au regard de l'écart offre-besoin, pérenniser et optimiser l'offre des services existants par une mobilisation des cofinancements annexe 2. Vu le Code de l'action sociale et des familles, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, vu la Convention d'objectifs de gestion COG arrêtée entre l'État et la Caisse nationale des allocations familiales, vu la délibération du conseil d'administration de la CAF du Var en date du 20 novembre 2018 concernant la stratégie de déploiement des CTG, vu le projet de convention territoriale globale joint à la présente, je vous propose d'autoriser la présidente ou son représentant à signer le projet de convention territoriale globale à tout document s'y rapportant. Merci Daniel. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Point suivant. Délibération 2022-33, désignation des représentants à la commission consultative de l'environnement, CCE, de l'aéroport du Castellet. René Castel. En application de l'article L 571-13 du Code de l'environnement, l'aéroport du Castellet fait l'objet d'une commission consultative de l'environnement, créée par un préfectorat. La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur l'environnement. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. La Commission coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances liées à cette exploitation. Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. En matière de bruit dû au transport aérien, elle peut saisir l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'études et d'expertise. Les moyens de fonctionnement de la Commission sont mis à sa disposition par l'exploitant de l'aérodrome, et cette dernière est présidée par le représentant de l'État. Au terme de l'article R 571-73, les membres de la Commission sont répartis en 3 catégories égales en nombre. La Commission comprend notamment au sein de la catégorie les représentants des collectivités locales, les représentants des EPCI, dont au moins une commune membre est concernée par le bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre les nuisances sonores élus par les organes délibérants de ces établissements. Dans le contexte de l'élaboration du nouvel arrêté préfectoral régissant la composition de la CCE, la préfecture a informé la communauté d'agglomération Sud-Saint-Baume de la nécessité de désigner 2 représentants titulaires et 2 représentants suppléants au sein du collège des collectivités territoriales de la CCE de l'aéroport du Castellet. Vu l'article du CGCT, vu les articles du Code de l'environnement, vu l'arrêté préfectoral du 29 avril 2011 de la CCE, vu le courrier de la préfecture du Var du 25 janvier 2022, considérant la nécessité par le Conseil communautaire de procéder en application de l'article R 571-13 à l'élection des représentants et de leurs suppléants, je vous propose de procéder à l'élection de 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants, considérant qu'une seule liste a été déposée pour cette élection, composée ainsi qu'il suit. Membre titulaire, M. Laurent Collet, M. René Castel. Membre suppléant, Mme Hélène Verduin et Mme Suzanne Arnaud. Après avoir entendu l'exposé des motifs, je vous propose donc d'élire pour représenter la communauté d'agglomération à la commission consultative de l'environnement de l'aéroport du Castellet, M. Laurent Collet et moi-même en qualité de titulaire et Mme Hélène Verduin et Mme Suzanne Arnaud en qualité de suppléant. Merci René. Nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Et dernière délibération, la 2022-34, soutien et don au peuple ukrainien suite au communiqué de l'AMF. Suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, la France
La communauté internationale et de nombreuses organisations humanitaires sont mobilisées. Des appels aux dons en faveur de la population ukrainienne sont lancés et se mettent en place, notamment dans les collectivités territoriales. Considérant le communiqué de l'Association des maires du Var indiquant que face à la situation de crise qui frappe depuis plusieurs jours l'Ukraine, l'Association des maires de France et la protection civile appellent ensemble à la solidarité nationale pour soutenir la population ukrainienne. De ce fait, et dans le cadre de la solidarité nationale, l'AMF et la protection civile s'associent à nouveau afin de proposer une solution logistique de collecte et d'acheminement des dons sur place. L'objectif de cette opération commune est d'apporter une réponse immédiate aux besoins urgents des populations déplacées en leur fournissant et acheminant du matériel de première nécessité ainsi que du matériel de secours. Dans le cadre de ce dispositif, la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume propose de s'associer au mouvement en faveur de l'Ukraine et d'exprimer son soutien aux Ukrainiens en attribuant une aide exceptionnelle d'urgence à caractère humanitaire de 10 000 €. Vu l'appel aux dons de l'Association des maires du Var joint à la présente, je propose de soutenir la population ukrainienne en faisant un don d'un montant de 10 000 € et je vous demande, article 1, de m'autoriser à faire ce don sur le compte dédié dont je ne vais pas vous lire qui est dans la délib. Article 2, de préciser que cette opération sera inscrite au budget principal de la communauté d'agglomération Sud-Sainte-Baume pour l'exercice 2022. Qui est contre? Qui s'abstient? À l'unanimité. Vas-y, Daniel. Merci. Oui, ça c'est très bien, ce qu'il faut faire, c'est certain. Mais est-ce qu'on a, au niveau de la communauté de communes, est-ce qu'on sait à peu près combien de personnes sont logées, combien de logements disponibles? Moi, je n'ai pas eu de retour à ce sujet. Nous collectons toutes les informations auprès de ma directrice de cabinet, si elle peut peut-être intervenir, comme ça sera l'occasion qu'elle se présente à tout le monde. Madame Véran Guérin. Oui, bonjour à tous. Oui, bonjour à tous. Donc, les communes qui, à ce jour, m'ont transmis des propositions d'hébergement de particuliers ont été transmises à la personne qui s'occupe justement des décentralisés au niveau de la DETS. Alors, je l'ai eu plusieurs fois au téléphone à ce jour, et la politique qui est impulsée actuellement, c'est, dans un premier temps, d'accueillir les réfugiés ukrainiens qui restent pour le moment extrêmement rares dans le circuit on va dire des collectivités, parce que à ce jour les personnes qui arrivent en France viennent par relation, sont hébergées par des amis. Et au niveau des collectivités, la préfecture va préférer dans un premier temps les héberger dans des lieux qui sont d'ores et déjà organisés pour accueillir du public. Et dans un deuxième temps, en cas justement de besoin significatif, il sera procédé à un examen de toutes les candidatures à l'accueil. C'est-à-dire qu'il est prévu que chaque candidat à l'accueil reçoive du personnel habilité à vérifier que l'accueil est digne et sain et que tout va se passer dans de bonnes conditions. Donc à ce jour, j'ai eu la personne en question la semaine dernière encore pour faire un point. L'hébergement chez le particulier n'est pas encore privilégié. Et alors il recueille toutes les propositions, elles sont centralisées, mais pour le moment, ce ne sera pas utilisé dans un premier temps. Merci. Alors, évidemment, le BOSSÉ s'inscrit dans ce cadre et a voté d'ailleurs la délibération. Par contre, nous sommes allés un petit peu plus vite et actuellement, une famille ukrainienne est arrivée au BOSSÉ par relation et logée chez des particuliers. Et puis, jeudi prochain, nous avons 3 minibus qui vont partir en Ukraine. Un qui est affrété par nos amis de la municipalité de Saint-Rémy-de-Provence, avec 2 chauffeurs du BOSSÉ.
un van qui est affrété par le Bossé, par la commune du Bossé, et conduit par une élue et un agent municipal, et puis un troisième van où nous soutenons financièrement une association pour qu'elle loue elle aussi un van. Donc si tout se passe comme prévu, en plus de la famille qui est arrivée, on aura 21 personnes, 7 personnes par van, qui arriveront dimanche prochain le soir au Bossé et qui seront hébergés dans des familles. Voilà. C'est notre participation à cet effort national et à l'effort de l'aglo. Oui, juste pour compléter ce que j'ai dit tout à l'heure, nous au niveau Sanoï, comme le Bossé, actuellement on a 5 familles ukrainiennes, donc il y en a 3 de la famille ici et 2 qui sont logés dans des logements communaux, pour l'instant. Voilà où on en est. Merci Daniel. Vous faites remonter toutes les informations auprès de Vérane Guérin, voilà, que ce soit centralisé. Très bien, merci beaucoup. Je voulais faire 2 petites communications maintenant que l'ordre du jour est épuisé. Je voulais vous parler que j'ai sollicité un rendez-vous auprès de Renaud Muselier, président de la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, concernant le problème de la circulation des camions. Et donc, pour voir avec lui comment nous pourrons travailler sur le barreau et la voie d'évitement. Donc voilà, j'attends son retour et je voulais vous en informer. Et nous avons reçu de la part du bistrot de Ribou l'information qu'il y a une inauguration de ce bistrot de Ribou qui aura lieu mardi 5 avril 2022 à 18h. Vous êtes bien sûr tous cordialement invités, tous les conseillers communautaires, et j'invite tous les maires à inviter tous leurs conseillers municipaux. Par contre, il faudra informer de la présence pour connaître le nombre de manière à ce que M. Marco puisse s'organiser pour l'apéritif qui suivra. L'adresse mail, je vous la donne, mais Mme Guérin vous enverra tout ça par mail. contact@bistrodepays.com ou au téléphone 04 92 77 68 86. Donc je compte sur vous pour informer de votre présence afin qu'ils puissent s'organiser au mieux. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Ne partez pas parce qu'il y a encore des documents à signer, au moins pour la rangée qui est ici. Donc assurez-vous bien que tout est signé avant de partir. Je vous remercie. Oui, c'est le label Bistrot de Pays. Mais j'ai bien dit inauguration Bistrot de Pays. Non, je regarde. Ah ouais, c'est trop vite.